10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Malheureusement pour mes potes marseillais et même pour moi-même, franchement, vous le savez, je le disais avant le match, je souhaite clairement la qualification de l'OM. J'aurais tellement aimé avoir 3 équipes françaises en Ligue des Champions, ça aurait rendu ces semaines tellement spéciales. Malheureusement, il n'y aura pas l'OM, ce sera seulement Paris et Lens. Malgré la victoire contre le Panathinaikos 2-1, malgré le doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, il y a pas mal de choses positives à dire sur cet OM. On va se pencher un petit peu sur les perspectives de la saison qui arrive en fin de vidéo. Malgré tout ça, malheureusement, l'entrée catastrophique de Matteo Guendouzi, sa main qui provoque le penalty en toute fin de match, il rate son tir au but, le seul tir au but raté de toute la séance. L'Olympique de Marseille de Pablo Longoria, ici, ne disputera pas la Ligue des Champions cette saison. Il y a tellement de choses à dire sur cette élimination cruelle, j'ai envie de dire injuste aussi, trop de décisions arbitrales controversées, on va en discuter bien sûr. Vraiment un moment compliqué et pour le foot français dans l'ensemble. Voilà, moi comme vous le savez, l'OM c'est pas mon club, c'est pas du tout mon club, moi je suis supporter lyonnais, mais en Coupe d'Europe, sur ces gros matchs, j'ai tellement envie que ça se passe bien, même si c'est pas forcément une mauvaise nouvelle dans l'ensemble pour le foot français au niveau indice UEFA, la Coupe, l'Europa League, c'est sans doute une perspective pour l'OM d'aller accrocher plus de points qu'en Ligue des Champions peut-être, mais ça aurait été tellement cool d'avoir un tiercé français en LDC, ce sera pas le cas. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match parce qu'il avait tellement bien commencé. La première mi-temps de l'OM, elle est superbe, elle est tellement réussie. Et là, typiquement, sur le but de l'ouverture du score, la qualité en transition de cet OM qui alignait donc Unai, Ismaïla Sarr sur les côtés, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye en pointe. Sur cette transition jouée vite par Paul Lopez, j'aime bien le déplacement de Rongier, là, côté qui va aspirer, c'est Magnusson qui est resté très haut, c'est consécutif à un corner il me semble pour le Panathinaikos, soit c'est ça, corner de tout début de match. Et du coup, le déplacement d'Ismaïla Sarr, on voit très vite tous les Marseillais qui sont capables d'attaquer vite le grand espace, de faire mal sur cette transition offensive. Klose, passe intérieure réussie pour Ismaïla Sarr qui se l'emmène dans le sens du jeu, et là, le ballon, je veux dire, l'OM pour moi sur cette première période, il y a collectivement quelque chose de très fort qui est réussi, mais techniquement, tout le monde était au niveau. Cette passe-là d'Ismaïla Sarr, pile poil dans le bon espace, Pierre-Emerick Aubameyang qui est parti à la limite du hors-jeu, qui se retrouve servi exactement dans la bonne zone parce que Brignoli a dû sortir, mais est désormais dans le no man's land. Il est éliminé par un crochet extérieur, Pierre-Emerick Aubameyang finit dans le but vide, ça fait 1-0 au bout d'1 minute 30, c'est le début de match parfait, et on se dit que la soirée va être très longue pour les Grecs. Réussi pour l'Olympique de Marseille, ça continue avec Iliman Ndiaye. Moi, le truc qui m'a vraiment choqué sur cette première période, la puissance de feu de l'OM. Avec ces 4 offensifs-là, il y avait tellement de qualité technique que Iliman Ndiaye, son début de match, là, il dribble 2 gars avec un crochet intérieur, se retrouve dans une position de tir intéressante, ça passe à rien du montant gauche. Déjà à la 11e minute, l'OM a eu 2 énormes occasions. Je pense un truc qui était marquant aussi, la débauche d'énergie sans ballon. Dans l'ensemble, l'OM a asphyxié le Panathinaikos sur cette première période parce que tout le monde consentait à faire les efforts. Le repli ici d'Ismaïla Sarr avec beaucoup d'énergie qui vient gratter ce ballon bas. L'OM peut réenclencher un cycle de possession. Les déplacements intérieurs, le match de Jonathan Klose dans l'ensemble, utilisation du ballon et même sans, mais les déplacements intérieurs qui permettaient à ce 4-4-2 d'être bien animé. En tout cas, initialement, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant dans l'animation de ce 4-4-2, aussi parce que techniquement, là, Iliman Ndiaye, la prise de balle, derrière l'enchaînement, rentrée intérieure, quand il est face au jeu, qui peut attaquer cette ligne de défense avec sa qualité, dans les petits espaces, percussion, déplacement, dribble, et puis enchaîner ensuite avec une frappe qui est cadrée, qui est repoussée par Brignoli sur le côté. L'OM a beaucoup d'atouts. Encore une fois, Ismaïla Sarr, là, qui réussit à prendre le dessus sur son vis-à-vis. Un deuxième avec un dribble intérieur. Encore une fois, de l'extérieur vers l'intérieur, des mouvements un peu typiques de 4-4-2. Encore une fois, Iliman Ndiaye qui est trouvé sur son contrôle pivot face au jeu, qui va éliminer dans la surface de réparation, donner un petit centre. C'est encore une fois la pression mise sur la surface de réparation adverse. Ce qui était choquant aussi, le Panathinaikos ne réussit pas à se sortir de sa moitié de terrain. Pendant une demi-heure, 45 minutes, ils sont totalement dans les cordes parce que la pression est forte, parce qu'elle est marquée. Ils sont tellement privés du ballon qu'ils manquent cruellement de justesse quand ils l'ont. Je pense un petit peu d'énergie, de lucidité, de justesse technique. Face à la pression marseillaise, typiquement cette passe, elle finit en touche. Et Marseille peut à nouveau continuer à s'installer dans le camp adverse. Ce que j'ai bien aimé peut-être dans l'animation de ce 4-4-2, même si je demande à voir face à un milieu un petit peu plus étoffé, un peu plus dense, peut-être un système où l'OM se retrouverait en 2 contre 3 au milieu, mais ce que j'ai bien aimé, c'est Rongier-Courroy de transmission.
sur des circuits assez simples, il se retrouvait à faire des choses très intéressantes, comme là, en une touche, il est touché par Gigot, boum, peut aller écarter et envoyer un ballon en se retournant, en pivotant sur lui-même pour Ismail Assar, et ça a permis à l'OM de vite trouver ses avants, les avants de ce 4-4-2 qui est en réalité souvent un 4-2-4 avec ballon parce que Unai et Ismail Assar sont tellement hauts, mais finalement juste avec Rongier et Verretou, l'OM réussissait facilement à trouver sa ligne offensive. Encore une fois, je demande à voir face à un milieu un petit peu plus étoffé, un petit peu plus étouffant. Face à ce Panathinaikos, ça marchait très très bien, ça permettait à Marseille de se retrouver avec une vraie supériorité numérique dans le dernier tiers du terrain. On le retrouve là quelques minutes plus tard pour le but du 2-0 à l'initiative de l'action. Encore une fois, ces ballons de l'extérieur vers l'intérieur, c'est Iliman Ndiaye qui est trouvé. Encore une fois, il peut se mettre face au jeu. Il perd le ballon initialement, mais ce que j'aime, la contre-pression, récupération directe dans la foulée, il continue à livrer ce duel, il le gagne sur Magnusson, peut aller écarter sur le côté. Encore une fois, la débauche d'énergie, elle est visible, par exemple avec les courses de dédoublement de Renan Lodi, qui a été physiquement extraordinaire, impressionnant, malgré le fait qu'il était un petit peu touché. Il fait 120 minutes d'une intensité totalement remarquable. Là, son dédoublement, ici sur le côté, fait reculer encore un petit peu plus le bloc du Panathinaikos qui a été très très bas sur cette première période. Derrière, Marseille peut continuer à faire circuler. Ce que j'aime bien, Rongier qui va écarter sur Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui est d'autant plus libéré que Ismail Assar rentre un peu intérieur pour laisser plus d'espace là sur le côté, pour aspirer un petit peu son défenseur. Et on voit ici Ismail Assar très intelligent qui dit « Ok, maintenant joue sur Klaus » avec le bras levé, je pense qu'on le voit un petit peu sur cette image. Donc dans l'ensemble, je trouvais que ce secteur offensif combinait bien, utilisait bien, manœuvrait bien l'espace face à ce bloc bas. Et après un but en transition électrique grâce à ses avants à forte vélocité, Ismail Assar, Aubameyang, on a vu aussi un but provenir d'une situation de jeu placé face à un bloc très bas. Je trouvais ça hyper encourageant pour l'OM, pour la saison de l'OM, une équipe qui peut te faire mal dans plusieurs configurations. J'aime beaucoup la passe de Rongier aussi, pas dans les pieds de Klaus. Si tu joues dans les pieds, tu dois déborder ensuite en deux temps, ça laisse un petit peu plus de temps à la défense pour se replacer. Moi j'aime beaucoup les passes qui épluchent les côtés du bloc. Je ne sais pas comment mieux l'expliquer que ça, mais on a un bloc qui est ici. Si tu peux le couper un petit peu via cette passe, éplucher un petit peu ça, raser un petit peu le coin de ce bloc, tu gagnes du temps. Ça permet à Klaus, en l'occurrence, de se retrouver dans un fauteuil loin de son vis-à-vis. Il est dans la position préférentielle de centre, la fameuse position préférentielle de centre, à peu près cette zone, et il peut aller délivrer un centre remarquable au cordeau pour Pierre-Emerick Aubameyang. Faut le dire, qui est le seul avant qui est vraiment dans la surface. Il me semble que c'est Unai là qui est assez loin. Le seul, et c'est assez mal défendu par le Panathinaikos, mais l'OM a su en profiter. Je pense que Magnusson ici doit faire mieux, mais c'est un superbe centre, encore une fois dans la zone parfaite où Brignoli ne peut intervenir. Aubameyang finit bien, d'une zone du pied assez intéressante, on n'a pas trop bien vu sur le ralenti, mais ça m'a l'air d'être un petit peu pointu. Très très bien fini, ça fait 2-0 juste avant la mi-temps, on voit Marcelino qui exulte, et l'OM qui est vraiment en très très bonne posture. Pour moi là, ça va finir 3-4-0 facile. Le Panathinaikos n'a pas vu le jour, et voilà, c'est le scénario rêvé, idéal. Encore plus avec un doublé d'Aubameyang qui lance définitivement sa saison. Ça aurait été magique. Et ça exacerbe un petit peu plus les regrets. D'autant plus que juste au retour des vestiaires, c'est peut-être un des mini-tournants du match. Marseille marque le 3e but. Encore une fois, avec un décrochage de Pierre-Emerick Aubameyang un petit peu plus bas là, qui vient toucher ce ballon dévié sur Unai. Encore une fois, Rongier en courroie de transmission en une touche. Super intéressant, je trouve, ce rôle pour toucher les ballons depuis l'extérieur, le corps bien orienté. En l'occurrence, ça permet à Aubameyang d'attaquer le grand espace et de faire très très mal. J'adore, très juste techniquement sur cette action. Une touche pour pousser, la deuxième pour centrer, extérieur du pied droit en plus, magnifique surface de pied. Ismail Assar finit. Ça fait 3-0. Malheureusement, il était parti un peu tôt. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il n'avait pas besoin. Il y avait vraiment beaucoup d'espace à attaquer là. En vrai, Ismail Assar, il peut facilement partir d'ici et prendre le dessus sur son vis-à-vis. Il est tellement plus explosif, tellement plus rapide. Malheureusement, ça fait pas 3-0. Et derrière, Marseille recule un petit peu plus. Peut-être qu'il commence à avoir des jambes un peu lourdes après avoir consenti aussi à tellement d'efforts sur la contre-pression
en première période. Asphyxier l'adversaire, ça demande un petit peu des jambes et on voit que quand le Panathinaikos fait circuler, fait tourner un peu d'un côté à l'autre, ça a du mal à suivre. Là, sur cette action, typiquement, trop facile peut-être pour le Pana d'aller chercher le côté et ce joueur isolé là. Entre Renan Lodi et Unai ici, le milieu gauche et le latéral gauche, il y a peut-être un petit manque de compréhension. Peut-être qu'il y en a un des deux qui doit sortir. Peut-être qu'Unai est un petit peu trop axial. En tout cas, il y a trop d'espace qui est facilement exploité pour le Pana. Je pense que ça vient quand même de ce déséquilibre-là ici, dû à un petit manque de fraîcheur physique. Je pense quand même que c'est pas vraiment normal qu'une équipe qui était autant en difficulté réussisse à trouver 10 minutes seulement après le début de la seconde période des ballons comme ça. Je pense Marseille a un petit peu trop remis le Panathinaikos dans le match à 2-0. Alors Renan Lodi, j'ai trouvé très bon, je le mettrai aussi si je devais faire mon top 3 des Marseillais. Je pense qu'il y a Aubameyang, il y a Lodi et il y a Klose aussi. Je pense que c'est ça le tiercé. Mais voilà, je pense que le Pana commence à prendre un petit peu plus le ton de ce match. Bernard aussi, il a fait une très bonne entrée. Comme au match aller d'ailleurs, où il était le joueur le plus menaçant, je trouve, du Pana. Là, il réussit une petite passe magnifique de l'extérieur du pied pour un joueur pleine surface qui va avoir le temps de contrôler, d'enchaîner. Et dès la 76e minute, on n'est pas loin de la clim au Vélodrome. Je pense que c'est vraiment un moment difficile pour Marseille. Je ne sais pas si c'est physique, peut-être tactique avec le changement aussi. L'OM qui passe un petit peu plus en 4-3-3 avec l'entrée de Guendouzi. Malheureusement, l'OM réussit pas à convertir ses occasions aussi. Renan Lodi délivre un excellent centre. Je pense que ça, par contre, c'est un des très bons points positifs à sortir de ce match pour la saison de Marseille. Klose et Lodi, en tant que latéraux, ça marche. Défensivement, ça marche. Offensivement, ça marche. La qualité de centre qu'ils ont eu, même depuis une position qui est... là, on est un petit peu plus loin de la position préférentielle de centre. Il est un petit peu plus reculé. Pourtant, il adresse un centre en une touche plongeant qui trouve Vitinha dans la zone parfaite. Gros raté de Vitinha, je pense que ça aussi c'est un des tournants du match. Ça en vrai, ça doit finir au fond. Et ouais, malheureusement pour Marseille, le troisième but qui n'est pas marqué. Pour moi, le plus gros moment d'injustice, le plus gros moment de cruauté, c'est celui-ci, parce que je pense qu'il y a pénalty sur Guendouzi. Je veux bien entendre le épaule contre épaule, mais là c'est presque épaule contre dos. Et c'est une grosse charge où il touche pas le ballon, où il déséquilibre franchement Matteo Guendouzi dans la surface. Pour le coup, je pense que Guendouzi il a un peu mauvaise réputation sur ce genre de choses, mais là, j'ai pas l'impression qu'il se laisse tomber. On a vu Michael Oliver mettre la main à l'oreillette, mais il y aura aucun check VAR. Et pourtant, ici, ouais, je pense vraiment qu'il y a faute. Je pense que sur n'importe quel endroit de la pelouse, il y a faute. Je pense que Michael Oliver a pas eu envie de siffler un penalty ici. Quelque part, c'est un peu... prémuni de cette décision difficile à prendre et un peu irritante parce qu'il se dit de toute manière ça va finir, il reste 3 minutes, Marseille est déjà qualifié, mais ce manque de courage je pense sur la décision arbitrale, parce que pour moi il y a vraiment péno, coûte cher à l'OM derrière. C'est pas vraiment épaule contre épaule, on voit l'épaule de Guendouzi elle est devant, c'est plus épaule dans le dos, vraie charge sans toucher le ballon. Pour moi, ça aurait dû faire penalty. Par contre, je pense que derrière, l'OM doit s'en vouloir parce que c'est pas normal de se retrouver à la 93e minute, à 2 minutes de ta qualif. C'est pas normal de se retrouver comme ça en 6 contre 6 dans ta surface de réparation sur un long ballon. Je pense que l'OM a trop donné de cartouches au Panathinaikos et on voit ici les positions. Il me semble que c'est d'Unai et de Matteo Guendouzi, à moins que ce soit Minarit, mais il me semble que c'est Unai et Matteo Guendouzi ici qui sont loin de la zone importante. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 contre 6 joueurs du Pana aussi. Pas normal à ce stade du match, d'autant plus que ça va payer parce que sur la récupération, sur le ballon, il ne réussit pas à être dégagé par Bemba et Gigot. Et derrière, Bernard surgit, main de Rongier, il me semble. Les joueurs de l'OM sont trop loin pour intervenir et subissent cet assaut. C'est le coup franc qui va être le tournant du match parce qu'il est dévié en corner et parce que sur le corner, le Pana va obtenir un penalty. Encore une fois, comme tout à l'heure, je trouve que sur ce corner, il manque de la lucidité, de la fraîcheur, de l'organisation, quelque chose, mais c'est pas normal qu'on se retrouve là avec des joueurs qui sont en train de communiquer dos au jeu et personne pour venir là se faire le premier rempart du corner. C'est pas normal que Bernard, à un corner à la 95e minute, se retrouve dans cette position, vraiment dans un fauteuil pour centrer. Il a pu jouer ici aussi pour un ballon intérieur. Ce gars-là est totalement démarqué à l'entrée de la surface. C'est pas normal que l'OM se retrouve dans cette situation à 1 minute d'obtenir sa qualif pour un play-off de Ligue des Champions. Moi, c'est un truc qui m'énerve aussi. Faillite mentale ou d'organisation, où ces phases-là sont pas encore assez bien bossées. Marcelino n'a pas encore communiqué ce qu'il veut.
Je sais pas, mais c'est pas normal qu'on se retrouve dans cette situation. Ça fait main de Guendouzi, la main, il n'y a rien à dire, elle y est totalement. C'est pas l'esprit du jeu, voilà, il saute, la main saute aussi, il pense qu'il va intervenir avec la tête, il y a peut-être un duel aérien aussi, mais ses mains, ça, on les voit siffler tous les jours désormais. Avec la VAR, penalty tiré, il me semble que c'est par Fotis Ioannidis, pour un penalty à la 99e minute, pour survivre face au Vélodrome, il est tellement bien tiré, exécution absolument remarquable, du sang-froid. Malheureusement, on voit la mine là, de Pierre-Emerick Aubameyang. Marseille ne pourra pas marquer plus de buts dans ce match. Pourtant, il y avait eu des choses intéressantes. Amin Harit, je trouvais qu'il avait fait une très bonne entrée, ça aussi c'était encourageant. La passe intérieure là pour Klose qui se retrouve dans une position menaçante. Ici, encore une fois, ballon intérieur donné par Klose, il se retrouve là sur le 1-2. Déclenche, Klose il a fait un match 120 minutes, je trouve d'une qualité et d'un volume absolument remarquable. Ballon récupéré par Harit, il peut lancer dans la profondeur Verretou, c'est la grosse occasion de cette prolongation. Il déborde, il trouve Vitinha en retrait. Alors là, je pense, c'est difficile. Est-ce qu'il y a mieux à faire sur cette situation? Je vous ai posé la question sur Twitter, on était un petit peu partagés, parce qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup d'espace dans lequel mettre cette frappe première intention. Peut-être que tu peux allumer et aller trouver cette zone-là du but. Pas facile, mais possible peut-être pour un 9. Je pense que la solution, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, mais il y a beaucoup de temps pour Vitinha. Le joueur le plus proche derrière lui est très loin. Peut-être qu'un 9 avec un petit peu plus de lucidité, de sang-froid. On a tous en tête des images de 9 avec un gros sang-froid qui, dans cette situation, moi je me vois tirer forcément en première intention. Mais non, ils réussissent un contrôle qui, par exemple, aurait fait plonger le gardien. Et derrière, tu as un espace qui, je pense, s'ouvre ici où tu peux finir plus tranquillement. Peut-être que Vitinha doit contrôler puis ensuite enchaîner. C'est pas facile. Peut-être qu'un 9 qui a été recruté aussi cher doit le faire, surtout après avoir raté quelques grosses occasions. Donc ouais, ça aussi c'est un des tournants du match. Il y en a eu de nombreux. En vrai, l'OM, malgré les décisions arbitrales défavorables, malgré cette vraie injustice là, je pense, sur ce match, et notamment sur le match aller quand tu cumules les deux, en vrai, le pire, c'est que l'OM a eu quand même les situations pour l'emporter. Et peut aussi s'en vouloir à soi-même. Je pense défensivement aussi ce qu'on disait sur le corner. Peut-être un truc qui me plaît pas trop là sur le ballon en retrait pour Vitinha. Il a un peu ce moment où il demande le centre et on le retrouve en train de faire ce geste. Je sais pas, parce qu'il quelque part un peu de nervosité, de tension. Il fait un petit saut sur lui-même. Je pense que ça facilite pas derrière la finition parce que... Ouais, petit manque de lucidité, de sang-froid, de calme, je pense, tellement important à ce stade du match et dans cette position, quand tu es numéro 9, je pense qu'il doit mieux faire là-dessus. Bon, derrière l'OM continue à avoir des situations, encore une fois, ça c'est le but du 3-1 qui sera refusé, il vient de Jonathan Klose, qui va écarter sur Guendouzi, qui aurait pu se rattraper, ça aurait été si beau, parce que le centre en plus il est magnifique, claqué, trouve Vitinha au second poteau, qui là finit dans le but vide. Malheureusement, Michael Oliver, après avoir accordé le but dans un premier temps, est rappelé par la VAR et va donner hors-jeu ici. J'avoue pas trop avoir compris, hors-jeu d'Ismaïla Sarr il me semble, pas trop avoir compris, donc je peux pas vraiment vous expliquer. En plus, vous savez ce que je pense de ces hors-jeux avec les caméras dont on dispose, pas vraiment suffisant pour juger. Je pense qu'il y a faute sur Renan Lodi au départ là. Malheureusement, je pense qu'il est pas dans la surface au moment où il y a faute. Peut-être en vrai il y a faute sur Ismaïla Sarr aussi quand il se fait accrocher par Magnusson et ensuite dans le contact avec Edvay. Franchement, l'OM pas beaucoup de réussite. Ils auraient pu mieux jouer certains coups aussi. Hein. Là on est quand même à la 116e minute et il y a cette superbe transition offensive à négocier. Si la première passe est réussie, Ismaïla Sarr là, tu te retrouves peut-être en 3 contre 2, minimum en 4 contre 3. Vraiment quelque chose d'intéressant à faire, mais la passe elle est un peu trop derrière Ismaïla Sarr qui ajuste mal sa course aussi. J'étais vert quand j'ai vu ça, gros regret sur cette action là. Ça finit à 2-1, il y a cette dernière course du Pana, elle est bien contenue par Jonathan Klose dans un premier temps et ensuite par Renan Lodi qui reviennent à l'image de leurs deux matchs. Je les ai trouvés exceptionnels. Ça aussi pour moi c'est un des signes d'encouragement, des motifs d'espoir peut-être pour la saison marseillaise. Marcelino fait entrer Ruben Blanco, un coaching qui n'est pas suivi d'effet, un peu malheureux parce que Blanco stoppe aucun penalty. Il fait face à 5 en plus, il prend les 5. Apparemment il n'avait pas un taux d'arrêt exceptionnel dans sa carrière de toute manière, peut-être un poil mieux que Paul Lopez. Peut-être que faire entrer un gardien un peu frais mentalement, ça aide aussi. En plus ça peut mettre un petit peu de pression sur l'adversaire, mais en vrai je vais dire les penalties du Pana, ils étaient remarquablement bien tirés. Encore une fois, Ioannidis qui s'élance le premier, qui va chercher la pleine lucarne, remarquable. Et par contre, je comprends pas le choix de faire tirer Guendouzi et de le faire tirer en premier penalty de la séance tellement important, et tu le fais tirer au gars
qui t'a amené le match en prolongation, qui est en train de vivre une soirée cauchemar, il est mal tiré. Il est tiré exactement dans la bonne zone pour un arrêt du gardien. En vrai, là, il y a une chance sur deux. Si le gardien il plonge à contre-pied, ça fait but, mais s'il plonge du bon côté, c'est stoppé quasiment à tous les coups. Même s'il reste plein axe, je pense qu'il peut l'arrêter en mode réflexe. Donc ouais, très très mal tiré. Et ce sera le seul penalty raté de la séance. Derrière, tout est converti, notamment ce dernier, il me semble, par Mladenovic. L'OM est éliminé. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour l'indice UEFA de la France. Encore une fois, on peut dédramatiser par rapport à ça parce que des victoires en Europa League ou des victoires en Ligue des Champions, ça rapporte exactement le même nombre de points. Si l'OM va en demi-finale d'Europa League, ça rapportera substantiellement plus de points à la France que même s'ils avaient fait 8e de finale de Ligue des Champions. Donc c'est pas désastreux pour l'indice UEFA, mais par contre c'est désastreux pour la saison de l'OM. Financièrement, la différence entre les deux, sportivement, comment retrouver de la motivation pour ce début de saison, je pense que ça met tout de suite Marcelino sous grosse pression. C'est dommage parce que j'ai vu des choses vraiment intéressantes sur cette première période. Comme on a dit encore une fois, un but marqué en pure transition, un but marqué en pur jeu placé, des relais pertinents au cœur du jeu, ce 4-4-2 avec ballon c'était pas mal, la pression, la contre-pression, l'intensité, la mentalité aussi du coup. Donc j'ai vu des choses cool, mais forcément l'ambiance là demain à l'entraînement elle va être lourde, pesante et ça risque d'affecter la saison de l'OM. Bon, on verra, et on verra le groupe d'Europa League. J'espère que Marseille aura l'opportunité d'aller loin en Europe. On en a besoin, la France en a besoin. Mais ouais, vraiment soirée difficile. Et les gars, franchement, le foot français en ce moment, c'est trop chaud. Encore une fois, une séance de tir au but. Quelques jours après l'équipe de France contre l'Australie en quart de finale de Coupe du Monde. Quelques mois après la finale de mondial des Bleus, bien sûr. Et puis juste en général, les tirs au but. Les troisièmes tours préliminaires aussi, les tours préliminaires de Ligue des Champions pour les clubs français. C'est très compliqué quand le vainqueur de l'Europa League ne se qualifie pas via son championnat. Quand on n'a pas un Anglais là, qui remporte l'Europa League, c'est compliqué pour nous aussi. Je crois qu'on a 7 éliminations sur 8 tours préliminaires. Difficile. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match si vous l'avez vu? Force à mes amis supporters marseillais, franchement compliqué. Et bon, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater toutes les autres qui arrivent. On se dit à très vite, prenez soin de vous. Bisous.